Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram à écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Vous voici en train d'écouter le 20e épisode du podcast à écriture. Si vous êtes là depuis le début, je vous remercie de votre fidélité et si vous me rejoignez avec cet épisode, bienvenue à vous. Tout d'abord, laissez-moi faire l'écho de l'épisode 18, dans lequel je vous parlais de ma résolution afin de me lancer dans la réécriture de mon tome 1 de Sylvania, ma duologie fantasy. Vous pouvez retrouver mon journal d'écriture sous le titre du podcast « Rendez-vous d'écriture ». Il sortira tous les vendredis pour que vous suiviez l'avancée de mon écriture semaine après semaine à travers les questions que je me suis posées, les problèmes que j'ai pu rencontrer, ma réflexion vis-à-vis de mon roman et tout ce qui a attrait à mon quotidien d'autrice. Je vous laisse le noter pour plus tard, vous abonner pour ne rien louper et lui attribuer une note s'il vous a plu. Bien. Maintenant que j'ai fait ma petite promotion personnelle, je vous invite à parler du sujet du jour, le choix du narrateur pour son roman. Contrairement à ce que je pensais avant de me lancer dans l'écriture, il n'est pas toujours évident de choisir son narrateur. Je pensais que c'était quelque chose qui s'imposait à soi, sans qu'on ait vraiment à y réfléchir, et si ça peut être vrai pour certains, je me suis aperçue que cela peut être un peu plus compliqué que ça. Donc si vous aussi vous vous questionnez pas mal sur le choix à faire, restez avec moi. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur les termes. On distingue habituellement deux grandes catégories de narration, l'interne et l'externe. Jusque-là, tout va bien. L'interne, c'est celle du jeu, celle où vous êtes l'un des personnages, peu importe que vous choisissiez de conter l'histoire en tant que journal, de lettres ou directement depuis les pensées de votre personnage. L'externe, c'est celle de la troisième personne, donc du il ou du elle. Rien de bien méchant à prime abord. Rentrons maintenant dans le détail. Vous avez peut-être déjà entendu parler des différents narrateurs. Le narrateur personnage, narrateur témoin, narrateur présent, narrateur participant, narrateur dieu, etc. Ce sont d'autres termes qui rendent l'interne et l'externe plus précis. Dans la narration interne, on retrouve donc le narrateur personnage, qui peut être le narrateur participant, c'est lorsque le personnage principal parle. Il raconte ses aventures, il permet d'être au cœur de l'action, mais il est parfois plus difficile à caractériser, car on ne le voit jamais par les yeux des personnages, et quelqu'un qui parle de lui-même directement, ça peut sonner un peu faux. Pour exemple d'un narrateur participant, on peut citer Violette dans Fourth Wing. On a ensuite le narrateur témoin. Ça, c'est lorsque l'un des personnages secondaires fait le récit de l'histoire. Par exemple, Watson pour Sherlock Holmes. À chaque fois, on a un récit basé sur l'intériorité, sur des ressentis, la réalité perçue par le personnage narrateur. Vous pouvez vous en amuser, jouer avec les omissions, les choses qu'il ne peut pas voir simplement parce qu'il n'est pas là, ou encore les quiproquos et les incompréhensions. La narration interne est assez présente en young adult, et on dit qu'elle permet souvent une meilleure immersion, mais en fait, ça dépend surtout de la plume, plus que d'autres choses. Et certains auteurs ratent complètement leur narration interne car ils veulent trop parler de leur personnage narrateur. Or, si vous voulez que le narrateur parle de lui, il faut le faire avec vraisemblance, selon sa personnalité et ne pas s'attarder sur des expositions à rallonge qui vont sortir le lecteur du récit. La narration externe maintenant. Donc avec la narration externe, on parle souvent de narrateur omniscient, comme si c'était le seul. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. En fait, on peut distinguer 3 sous-tiroirs. Le narrateur Dieu, qui sait tout, c'est le vrai narrateur omniscient. Le narrateur objectif, ou caméra, qui ne sait rien,
et qui suit l'action sans rentrer dans la tête de la personne qu'il suit. Il est donc totalement extérieur à tout. Et enfin, le narrateur compagnon, qui est aussi appelé focalisation interne à la troisième personne, où on suit l'histoire à travers les yeux d'un seul personnage. Pour le narrateur Dieu, c'est celui auquel on pense en premier lieu lorsque l'on se parle de narrateur externe. C'est celui qui connaît toute l'histoire, qui sait ce qui va arriver, qui entend les pensées de tous les personnages et qui peut tout révéler à tout moment. C'est un narrateur difficile à manier car il demande une certaine virtuosité dans l'apport d'informations et du jeu de suspense. Cependant, de grands classiques ont vu le jour sous cette forme, comme Les Misérables de Victor Hugo ou Guerre et paix de Tolstoï, ce qui en dit long sur les possibilités littéraires de ce mode narratif. En ce qui concerne le narrateur objectif, celui-ci est semblable à l'œil d'une caméra. On ne distingue par son biais que les actions des personnages, que ce qu'ils expriment clairement, de manière verbale ou non verbale. Mais on n'a pas, ou rarement, d'incursion dans leurs pensées, leur dialogue interne. C'est une narration semblable au documentaire, au cinéma, avec un traitement visuel plutôt qu'émotionnel. Il est présent par exemple dans Le vieil homme et la mer d'Hemingway ou La peste d'Albert Camus. Alors il en résulte un certain détachement et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce mode narratif n'a pas réellement le vent en poupe. Cependant, ça ne vous empêche pas de vous y essayer. Enfin, voici mon préféré, le narrateur compagnon. On en parle lorsque l'on suit un personnage et que la scène se déroule à travers ses yeux, ses pensées, son ressenti, mais que l'on parle à la troisième personne. Il permet d'avoir accès à des émotions, tout en gardant une certaine dissociation dans l'action et vis-à-vis de l'intrigue. On le retrouve par exemple dans Harry Potter de J.K. Rowling ou de 1984 de George Orwell. C'est également celui que j'utilise dans Sylvania pour plusieurs raisons. Je vous l'ai dit, j'ai tellement réécrit mon roman que c'est comme si j'en avais écrit plusieurs. Et cela tient notamment au fait que la toute première version de Sylvania, je l'avais écrite à la première personne, en narration interne, pensant que cela serait plus facile pour éviter de m'éparpiller. Mais après, une centaine de pages, j'ai tout bazardé. Ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression que j'écrivais un fantasme, une histoire où je me mettais en scène, moi, Isa, et non pas mon personnage, Athéa. J'avais l'impression que le « je » était le mien. Je n'arrivais pas à me dissocier de ce personnage et du coup, je vous avoue que j'avais l'impression d'être ridicule, de jouer à l'écrivain. Pourtant, je ne me pose pas ces questions lorsque je lis un roman à la première personne. Mais moi, pour une première histoire, ça collait pas. J'avais trop l'impression de me livrer. Du coup, j'avais besoin de prendre du recul sur cette histoire, sur tous les points, mais quand même pas mal sur le point de vue narratif. Je me suis posé beaucoup de questions et puis j'ai décidé de tout réécrire en narration omnisciente. Ça me permettait une plus grande liberté et je n'avais plus cette impression d'autofiction qui me dérangeait. Mais au fil du récit, j'ai fini par resserrer naturellement vers une focalisation interne d'un seul personnage. Et aujourd'hui, j'ai un roman choral où on peut suivre différents personnages selon les chapitres ou les sous-chapitres. La plus grande partie du récit, elle suit Athéa, en voyant à travers ses yeux, mais on n'a pas accès aux émotions des différents persos quand c'est elle qu'on suit. Et à l'inverse, on n'a pas ces émotions à elle quand on suit quelqu'un d'autre. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du temps à trouver la bonne focale. Et ce n'est qu'avec mon actuelle réécriture que j'ai réellement décidé de trancher. Je suis donc en train de relire pour enlever les pensées des autres personnages pour me concentrer à chaque fois sur celle d'une seule personne à la fois. Ça me permet de jouer sur ce que l'un sait et l'autre non, de faire avancer le récit sans faire de scènes d'exposition un peu pénibles, ou encore de créer des quiproquos que seul le lecteur peut discerner. Pour moi, c'est la meilleure forme pour mon livre, mais ce ne sera peut-être pas la vôtre. Les bonnes questions à se poser selon moi sont donc: qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Avec quoi êtes-vous à l'aise? Cela correspond-il au genre de votre récit? Et en quoi cela nourrit-il votre intrigue ou est-ce que ça la cannibalise?
Parce que comme pour tout, je vous conseille de faire un choix éclairé sur le sujet. Non pas que si vous vous êtes lancé avec la première personne et que tout roule, vous devez changer, non, mais au moins vous saurez pourquoi vous le faites et pourquoi c'est bien que vous le fassiez. Parce que c'est toujours mieux de savoir pourquoi on fait les choses, mais aussi car c'est un choix qui pourrait être remis en cause par vos bêta-lecteurs, un agent littéraire ou un éditeur. Et que si vous êtes persuadé que c'est ça qu'il faut faire, vous aurez d'ores et déjà vos arguments pour le leur démontrer. Un livre ne s'écrit jamais impunément, sans prendre le temps de réfléchir. Ou sinon, c'est prendre le risque d'écrire de la grosse mouise. Mais ça vous regarde. Il y a des genres, certaines histoires qui fonctionnent grâce à leur type de narration. Et il y a des lecteurs qui sont très sélectifs sur le mode narratif d'une histoire. Il y a la perception aussi que vous pouvez avoir d'une histoire, suivant les points de vue utilisés, à tort ou à raison. Il faut réfléchir aux incidences que cela peut avoir sur l'intrigue ou le suspense. Si vous écrivez avec la première personne, il vous sera bien plus difficile d'avoir le point de vue de l'antagoniste, par exemple. Car si votre promesse narrative change en plein milieu du livre, cela peut révulser, dérouter, dégoûter le lecteur. Et si ce n'est pas votre but, si c'est juste parce que vous avez besoin narrativement qu'on suive le méchant pour une scène, je vous assure qu'il y a de grandes chances pour que votre effet tombe à l'eau. Donc, comme dirait l'éminent gardien du Graal, « You must choose, but choose wisely », faites vos choix en connaissance de cause. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes encore là à m'écouter, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire sur Insta si cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, partagez-le, abonnez-vous et notez le podcast. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.